Bienvenue dans la deuxième vidéo où on va faire un projet de régression linéaire. Et le projet que nous allons faire dans cette vidéo est un projet de prédiction du prix d'une maison qui se trouve aux États-Unis. Donc ça, c'est un des exemples basiques qu'on retrouve en régression linéaire. Et donc, on va faire exactement comme dans la vidéo précédente. On va tout d'abord rassembler les données. Donc, on va aller chercher une dataset existante. Ensuite, on va voir si on doit faire du data cleaning ou non. On va ensuite analyser les données. Puis, on va séparer la base de données en sous-base pour l'entraînement et pour le test. À partir de la base de l'entraînement, on va entraîner l'algorithme de régression linéaire et on va en ressortir un modèle. À partir de la base de données test, on va tester si notre algorithme est efficace ou non. Donc on va faire une prédiction et ensuite on va évaluer ces prédictions avec le Y-test. Et puis on va voir si on a des bons résultats ou non. Donc on va prendre ici une base de données existante. Donc si on clique sur le lien qui nous renvoie vers le site de Kaggle, c'est la base de données USA Housing. Donc vous la retrouverez sur le site web kaggle.com/dataset/vedaviasv/usa-housing, donc le lien ici au-dessus. Et vous pouvez télécharger la base de données en cliquant sur le bouton Download. Alors, si on regarde ici plus en détail la base de données, on pourrait aller dans colonnes et on peut voir qu'on a plusieurs colonnes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc, on peut voir qu'on a le prix ici. Donc le prix, c'est le Y, donc c'est notre label. Et on peut voir qu'on va avoir plusieurs variables en entrée, donc plusieurs X. Donc X1, X2, X3, etc. Et donc on aura X1 qui sera les revenus moyens de la région. X2, c'est l'âge moyen de la maison. X3, c'est le nombre de chambres, ou de pièces plutôt. X4, le nombre de chambres. X5, c'est la population donc dans la région. Il y a aussi une dernière colonne qui est l'adresse. On ne va pas l'utiliser dans ce projet. Alors tout simplement pourquoi? Parce que nous on fait juste une comparaison sur tous les États-Unis. On ne fait pas par région. Alors lorsque vous téléchargez la base de données, je vous conseille de la mettre dans le même dossier que votre projet. Donc ici, si je vais sur le Jupyter Notebook, je vais ici dans mes fichiers. J'ai mon projet de price prediction, donc prédiction du prix. Je vais télécharger la base de données, je vais la mettre dans le même dossier. Maintenant, vous pouvez la mettre dans un autre dossier. Alors, qu'est-ce qu'on va faire tout d'abord pour le projet? Ça va être d'importer les librairies. Donc, on va tout d'abord importer Pandas SPD. Donc, ça, c'est pour les manipulations de données de type data frame. Ensuite, on va importer NumPy as NP. Ça, c'est pour manipuler les tableaux. On va importer matplotlib.pyplot as PLT pour faire des graphiques. Et enfin, on va importer Seaborn as SNS. C'est pour faire de la visualisation de données lorsqu'on va faire l'analyse des données, niveau statistique, etc. Donc cette librairie-là, donc la Seaborn, on l'avait pas encore employée, mais vous allez voir que c'est très facile à utiliser. Donc on peut lancer cette commande-là, et si tout va bien, on n'aura pas d'erreur d'importation. Si jamais vous avez une erreur qui dit que telle librairie n'est pas installée, n'hésitez pas à regarder sur Google comment installer la librairie. Ensuite, on va aller rechercher les données, donc on va faire un pd.read_csv de notre fichier qui s'appelle usa_housing.csv. Donc c'est en fait le fichier qui se retrouve ici. On n'oublie pas de mettre l'extension. On va mettre toutes les données ici dans le USA Housing. Et donc si on lance ceci dans USA Housing et qu'on fait un .head, on devrait afficher les 5 premières lignes ou les 5 premières instances. Comme ici, on retrouve bien nos 7 colonnes qu'on avait retrouvées ici sur le site web de Kaggle. Et donc là, on a les 5 premiers cas, les 5 premières instances. Si on fait un usahousing.info, on peut voir que en tout, on a 5000 entrées, c'est-à-dire qu'on a 5000 cas différents. Donc on a 5000
K ici en entrée. On retrouve bien un total de 7 colonnes, donc on retrouve les différents noms ici. Et donc, pour chaque colonne, on a bien 5000 valeurs non nulles. Ça veut dire qu'on a 5000 cases qui sont remplies. Ce qui veut dire qu'on ne devra pas faire l'étape du data cleaning. Alors ensuite, on va avoir des types de données float pour toutes les colonnes, sauf pour l'adresse qui est un objet. Et du coup, l'algorithme, lui, il a besoin d'avoir des données de type chiffré, donc float ou bien entière, par exemple. Et donc, la colonne ici, adresse, on ne pourra pas l'exploiter parce que c'est un objet. De plus, on décide de faire une étude de cas sur tous les États-Unis sans faire de différence en fonction des régions. Donc là, cette commande-là permet de voir si on doit faire du data cleaning ou non. Ensuite, on va faire une analyse des données et on va utiliser la librairie Seaborn, donc c'est la SNS. On va faire un pairplot. Donc un pairplot, ça sert à quoi? Ça sert à comparer chaque donnée sur une autre donnée. Donc on va faire des graphiques. Donc si on attend un petit peu, on peut observer ici qu'on a plein de graphiques et donc on va faire correspondre chaque variable numérique avec une autre. Donc on va regarder ici la colonne de prix avec par exemple les revenus moyens de la région et on va mettre tous les cas qu'on retrouve ici. Donc on va avoir par exemple le cas 79 545 avec ce prix-là. Puis on va avoir ce cas-ci avec le prix-là, etc. Et donc, on va placer tous les points, c'est-à-dire les 5000 points. On fait ça pour chaque variable. Et en fait, ça sert à quoi? Ça sert à voir s'il y a des corrélations entre les variables ou non. Donc, si on reprend par exemple ici le prix des maisons en fonction des revenus moyens de la région, on peut voir que plus les revenus moyens de la région sont élevés, plus le prix de la maison sera élevé également. On peut voir ici que, en fonction du nombre moyen de chambres, on peut quand même retrouver tous des prix différents, donc il n'y a pas vraiment de corrélation. Par contre, ici, on peut voir qu'il y a quand même une corrélation entre le nombre de chambres et le nombre de pièces. Donc en général, au plus il y a de chambres, au plus il y aura de pièces, c'est logique. Et on peut voir sur la diagonale que on a des histogrammes. En fait, c'est lorsqu'on fait comparer la variable à elle-même. Donc, si on regarde celui-là, c'est le prix par rapport au prix. Bon, ben là, on ne sait pas vraiment faire de graphique comme les autres. Donc, on fait simplement un histogramme, c'est-à-dire que ben, on replace tous les cas par tranche. Donc ici, entre, on va dire, 1 million et 1 million 200 000, par exemple, on va avoir autant de cas. Puis, on peut faire avec une autre tranche, etc. Donc, la diagonale, ça représente en fait l'histogramme. Alors ensuite, on va préparer les données. Donc, on va séparer la base de données en X et en Y. Pour le X, on va avoir 5 variables en entrée. Donc, on a les revenus de la région, on a l'âge de la maison, on a le nombre de pièces, le nombre de chambres et la population. Et en Y, c'est le labels, donc le Y, c'est le prix. Donc nous, ce qu'on veut, c'est déterminer le prix en fonction de toutes ces caractéristiques-là. Donc en fonction du revenu de la région, de l'âge des maisons, du nombre de chambres, du nombre de pièces, de la population. Donc à partir de ces 5 variables en entrée, on veut déterminer le prix. Donc là, on sépare en X et Y. Et ensuite, on va séparer la base de données en train et test. Donc même chose que la vidéo précédente, on va importer la fonction train test split de la librairie sklearn. Donc sklearn, c'est pour scikit-learn, c'est la librairie qui est très utilisée pour le machine learning sur Python. Et on va aller dans le model selection. Donc on peut lancer ceci. Et ensuite, on fait un train test split. Ça veut dire qu'on va séparer la base de données en xtrain, ytrain, xtest, ytest. Et donc, on sépare à partir de x et y.
on va avoir la valeur du test qui sera de 30%, c'est-à-dire qu'on aura 70% pour l'entraînement et 30% pour le test. Et le random state, c'est juste pour dire, c'est un état en fait de fonction aléatoire. Ensuite, on va construire notre modèle. Donc, comme dans la vidéo précédente, on importe la régression linéaire, donc linear regression from sklearn.linear_model, donc de la librairie sklearn. On fait une instantiation, donc on va créer notre régresseur qui est de la linear regression. Donc là, on crée notre modèle. Et ensuite, on fait l'entraînement, donc regressor.fit, fit pour faire l'entraînement, sur la base de données train. Et donc, lorsqu'on fait l'entraînement, l'algorithme doit connaître les X et les Y pour connaître les corrélations ou les liens entre les variables en entrée et les labels. Donc, dans le but de déterminer la meilleure droite. Et donc, lorsqu'on fait ici le fit, l'algorithme calcule les paramètres de la droite. Donc, si on revient ici, l'algorithme, qu'est-ce qu'il fait? Il calcule en fait ici le θ0, le θ1, le θ2, le θ3, le θ4 et le θ5 parce qu'on a 5 variables en entrée. Donc, lors de l'entraînement, lors du fit ici, il fait le calcul en faisant l'optimisation pour trouver les différents coefficients et l'intercept. Donc là, on peut ressortir ici la valeur de l'intercept, donc c'est le θ0, donc l'ordonnée à l'origine, avec le regressor.intercept. Et on sait aussi ressortir les coefficients avec le regressor.coef_. Donc si on lance ceci, on a ici la valeur de l'intercept et on retrouve bien ici les 5 coefficients. Alors, on peut mettre ces différents coefficients sous la forme d'un data frame. Donc, si je lance ici, on peut retrouver les 5 coefficients ici qui sont reliés à chaque variable. Donc, pour la variable des revenus moyens de la région, on a un coefficient de 21,62. Pour cette variable-là, on a ce coefficient. Cette variable-là, on a ce coefficient, etc. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on augmente d'une unité les revenus moyens de la région, le prix de la maison va augmenter de 21,617635. Si on augmente l'âge ici de la maison, on va augmenter le prix de 165 221. Si on regarde par rapport au nombre de pièces, si on augmente d'une unité, on va augmenter de 121 405, une rawette. Donc ça, en fait, c'est ça comment est-ce qu'on peut décrire ou interpréter les différents coefficients. Il ne nous reste plus qu'à faire la prédiction et l'évaluation. Donc, on va tout d'abord faire la prédiction avec la commande regressor.predict de xtest. Donc, dans ce cas-ci, l'algorithme ne connaît pas les vraies valeurs en sortie. Il va juste les prédire à partir de la droite qu'il a trouvée ici. Et donc, on va mettre le résultat dans le yPredict. Et ce qu'on peut faire ensuite, c'est faire un graphique qui va comparer le yTest avec le yPredict. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On a ici, au niveau des y, le yPredict. Au niveau des x, on a le yTest, donc le vrai y. Et on peut voir qu'on a une tendance qui est plus ou moins linéaire, ce qui veut dire que l'algorithme a normalement plutôt bien fonctionné. Normalement, si l'algorithme est parfait, on devrait avoir une droite qui passe par le point, par exemple ici, 2 millions, 2 millions, puis 1 500 000, 1 500 000, 500 000, 500 000, 0, 0. Donc voilà, le but ici, c'est de voir si l'algorithme a bien travaillé ou non, en tout cas comparer le yTest avec le yPredict. Il ne nous reste plus qu'à faire les métriques d'évaluation. Donc on va importer les métriques de sklearn. Donc from sklearn, on importe les métriques. Et même chose que la vidéo précédente, on va regarder les 4 métriques.
donc le mean absolute error, le mean squared error, le root mean squared error, et puis le R de score. Et donc on peut voir ici qu'on a un score pour le R carré de 0,91 ou 92 si on arrondit. L'objectif est d'avoir un R de score de 1. On peut voir qu'on n'est pas très loin du 1.